quand les fossoyeurs de la démocratie veulent donner des leçons de bonne gouvernance. La bonne gouvernance désigne un mode de gestion des affaires publiques, des ressources et des institutions qui est efficace, responsable, transparent, équitable et participatif. Elle vise à répondre aux besoins de la population tout en respectant l'état de droit et des droits humains. Les principes fondamentaux de la bonne gouvernance se résument en 7 principaux points. 1. La participation. Les citoyens doivent pouvoir participer activement à la prise de décision, directement ou par le biais de représentants légitimes. Je dis bien légitimes. Cela implique la liberté d'expression, une société civile active et des médias indépendants. Le deuxième point, c'est la transparence. Les décisions doivent être prises de manière ouverte avec accès à l'information. La transparence permet aux citoyens de comprendre comment les décisions sont prises et comment les ressources sont utilisées. Au point 3, nous avons la responsabilité ou la redevabilité. Les gouvernants et les gestionnaires publics doivent rendre compte de leurs actions aux citoyens. Les institutions doivent être tenues responsables des résultats obtenus. Au point 4, nous avons l'état de droit. Tous les citoyens et les dirigeants sont égaux devant la loi. La justice est indépendante, impartiale et accessible. Au point 5, l'efficacité et l'efficience. Les ressources doivent être utilisées de manière optimale pour atteindre les objectifs fixés. Les services publics doivent fonctionner correctement. Au point 6, l'équité et l'inclusivité. Tous les membres de la société, en particulier les plus vulnérables, doivent pouvoir bénéficier des décisions publiques. On vise à réduire les inégalités sociales. Et au point 7, le dernier point, c'est le consensus. La bonne gouvernance favorise le dialogue et la recherche d'un terrain d'entente entre les intérêts divergents. Alors, pour ceux d'entre vous qui voudraient savoir pourquoi la bonne gouvernance est-elle importante, je vous dirai ceci. La bonne gouvernance renforce la démocratie et la stabilité politique. Elle lutte contre la corruption, favorise le développement économique durable, améliore la confiance entre l'État et les citoyens, permet une gestion juste et équitable des ressources naturelles, des finances publiques, etc. Pour citer des exemples concrets, un pays où les ministres doivent déclarer leur patrimoine et où les appels d'offres publics sont ouverts, c'est de la transparence. Une mairie qui consulte les citoyens avant de lancer un projet d'aménagement, c'est de la participation. Un président traduit en justice pour détournement de fonds, c'est de la responsabilité. Mais dans un pays où l'opacité règne sur les décisions publiques, les institutions sont instrumentalisées par le pouvoir en place, pour ne pas dire vassalisées, la justice est aux ordres, les libertés fondamentales comme la liberté d'expression, de presse et de manifestation sont réprimées, la jeunesse est embastillée simplement pour avoir exprimé un désaccord, un pays où l'armée est utilisée pour mater la population en usant des armes létales et où les politiques sociales sont sacrifiées au profit de la seule vitrine des infrastructures, ce pays ne peut en aucun cas être qualifié de modèle de bonne gouvernance. Puisque ce que l'on observe dans un tel contexte sont entre autres l'absence de transparence avec des décisions qui sont prises à huis clos sans consultation ni explication publique, la violation de l'état de droit. Les lois sont appliquées de manière arbitraire ou sélective, souvent pour faire taire des voix critiques. La redevabilité inexistante. Ceux qui sont au pouvoir ne rendent jamais de compte, même en cas de scandale ou de gestion catastrophique. L'exclusion sociale. Les inégalités se creusent. Les jeunes sont marginalisés et le peuple vit dans la peur ou la résignation. Et enfin, nous avons une communication démagogique. Le pouvoir mise sur la propagande, souvent autour de quelques routes, stades, marchés modernes ou immeubles, pour cacher la misère sociale. Et là, dans ce cas, nous parlons d'une gouvernance toxique, qui n'est pas bonne du tout. En résumé, loin d'être une politique de bonne gouvernance, ce que je viens de décrire, c'est plutôt un autoritarisme maquillé où le développement est cosmétique, c'est-à-dire superficiel, sans toucher le cœur des besoins de la population. Et même les infrastructures construites dans un tel cadre finissent souvent surévaluées, mal entretenues ou utilisées pour enrichir un cercle restreint des proches du pouvoir. Donc non, ce n'est ni de la bonne gouvernance, ni même une gouvernance acceptable. C'est une gestion du pouvoir par la force, la terreur et la propagande. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne HL Free TV.
dans le cadre de son programme annuel placé sous le thème « La bonne gouvernance comme un fertilisant de souveraineté, de justice et de paix », l'initiative des acteurs de la justice et de la paix, IAIJP, a organisé le 10 avril 2025 sa conférence du deuxième trimestre. L'événement s'est tenu au Champ d'Oiseaux de Cotonou et avait pour thème l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle. La conférence a été animée par le professeur Joseph Fifame Diogbenu, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre de la Justice et président en exercice du parti UP Le Renouveau. Dans son intervention, il a précisé que sa prise de parole s'inscrivait dans la ligne directrice du gouvernement béninois en place depuis 2016. Il a notamment affirmé, je cite, « Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. » Fin de citation. Pour illustrer ses propos, le professeur Diogbenu a utilisé une bouteille d'eau minérale mise à sa disposition. À travers cette métaphore, il a voulu démontrer que dans un contexte de rareté des ressources, il devient inévitable de faire des choix, ce qui implique de privilégier certains au détriment d'autres, afin de garantir une gestion optimale du bien commun. Je suppose cette seule bouteille pour étancher la soif. C'est un bien, il est rare. Comment pouvons-nous, dans une société politique telle que la nôtre, agir de telle sorte que ce bien rare puisse satisfaire les besoins étendus illimités de 200, 300 personnes? L'action politique consistera à déterminer les critères, les modalités, les principes de la distribution de ce bien qui est si rare au profit de 200 personnes. C'est ça la gouvernance. Il ne s'agit pas d'une gestion administrative. Il s'agit d'une gestion décisionnelle au sens politique du terme. C'est-à-dire le fait de faire des choix. Le fait de dire que cette bouteille d'eau minérale, en présence de tant d'attentes, de prétentions, de tant d'expressions de besoins, qu'il est nécessaire de distribuer, en tout cas de rendre à l'humanité, à la société politique et aux membres de notre famille politique, cette bouteille d'eau minérale, conduira nécessairement à celle et à celui qui va prendre cette décision d'envisager des critères et des conditions. De dire, par exemple, que seuls celles et ceux parmi nous qui ont moins de 18 ans, parce qu'ils sont des enfants, auront accès à cette bouteille. Que peut-être celles et ceux qui ont plus de 70 ans, parce qu'ils sont nos pères, nos mères, auront accès à cette bouteille. C'est-à-dire, il ne procédera pas discrimination. Il procédera nécessairement par discrimination, par choix. Ça, c'est le second sens de la gouvernance. Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. Alors, chers amis internautes, abonnés de la chaîne HL Free TV, vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est pour donner mon point de vue par rapport à cette conférence, par rapport à ce qui a été dit. Mais en attendant, je voudrais vous demander encore une fois de bien vouloir vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu l'intérêt qu'a suscité la dernière vidéo que j'ai postée où nous avons eu plus de 4000 vues déjà alors que le nombre d'abonnés ne dépasse pas 280. Cela ne vous coûte rien de vous abonner à la chaîne. Juste cliquez sur le bouton s'abonner et c'est fait. Même si vous n'aimez pas mes analyses, au moins cela vous permet d'entendre un autre son de cloche. Alors avant de continuer, je vous invite à cliquer maintenant sur le bouton s'abonner. Alors j'espère que c'est déjà fait. Donc je vous dis merci déjà. Donc je ferme la parenthèse et je continue. Cette intervention de M. Diogbenu, qui, dans un autre contexte, aurait pu susciter de l'intérêt. Mais dans le cas présent, elle suscite surtout de l'indignation et un profond malaise. Comment celui qui a activement contribué à la déconstruction méthodique de l'état de droit au Bénin peut-il aujourd'hui se présenter en chantre de la bonne gouvernance? Nous n'avions quand même pas tous perdu la mémoire dans la République. Petit rappel, Joseph Diogbenu, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'autre vidéo dont le lien s'affiche à présent, vous pouvez aller la voir pour mieux comprendre qui est l'homme. Mais je me permets quand même de faire un petit rappel ici. Joseph Diogbenu, ancien avocat militant pour les droits humains, a vite troqué ses convictions dès qu'il est entré dans l'appareil d'État. Maître Diogbenu ordonne à la Datine et Yubin Amegbidji qui est à côté de moi ici. Les trois étaient avec nous
au niveau de la société civile. Ils nous ont dit, société civile, c'est organe de proposition. Maintenant, nous voulons aller à l'organe de décision. Ils ont été honnêtes. Et ils nous ont dit honnêtement et franchement qu'ils vont là-bas. Je les remercie parce qu'il y a d'autres qui sont assis sur 2 chaises, vous le savez bien. Eux, ils sont assis sur une chaise, ils ont choisi. Mais quand Joseph Tchokpenou, avocat, m'a dit, nous irons à l'Assemblée nationale pour défendre le fait qu'on veut enlever aux magistrats le droit de grève, je l'ai suivi. C'est la seule et unique fois que j'ai fait la marche dans ma vie, parce que je n'aime pas souvent faire la marche. Mais lui, je lui fais tellement confiance que je l'ai suivi pour aller à Porte-Novo. Il était en tauge et tout. On a défendu et les députés n'ont pas voté en 2015 la loi pour retirer le droit de grève aux magistrats. Mais, devenu ministre de la Justice, 2017, ce problème s'est posé pour retirer le droit de grève aux magistrats. J'ai parié pour dire jamais il ne va pas accepter ça. Voyez-vous ma naïveté. Tu as fait le contraire de ce que nous disions. Je n'ai pas compris ça. Et pour cela, il faut que tu m'expliques. En tant que ministre de la Justice, il a soutenu et porté la suppression du droit de grève, y compris pour les magistrats dont il était pourtant issu. Une attaque frontale contre les libertés syndicales. Nommé ensuite à la tête de la Cour constitutionnelle, il n'a pas protégé la Constitution, mais un régime autoritaire. Il a cautionné par des décisions controversées la fermeture d'espaces de liberté, notamment en retirant aux magistrats le droit de grève, par un revirement de jurisprudence flagrant, piétinant ainsi les acquis d'une mandature précédente. Il a validé la loi sur le numérique, adoptée par une Assemblée nationale monocolore, une loi liberticide qui étouffe la liberté d'expression et permet l'emprisonnement d'opposants politiques, de citoyens ordinaires et la fermeture d'organes de presse pour de simples publications. Bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre. Le groupe de presse La Gazette du Golfe se voit dans l'obligation d'interrompre ces émissions du fait d'une importante décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Décision dont voici la teneur. Décision numéro 32-031-AC du 8 août 2023 portant mesures conservatoires contre le groupe de presse La Gazette du Golfe. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, vu la loi 090-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la loi numéro 2002-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vu la loi numéro 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin. Vu la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Vu la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Vu le décret numéro 2019-196 du 17 juillet 2019 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la 6e mandature. Vu le décret numéro 2019-197 du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Rémi Prosper Moretti en qualité de président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en date du 6 juillet 2005. Vu la convention renouvelée relative à la concession d'une fréquence pour l'exploitation à Cotonou
par le groupe de presse La Gazette du Golfe d'une télévision privée commerciale dénommée Golfe Télévision en date du 11 février 2015. Vu la convention renouvelée relative à la licence d'exploitation d'une fréquence à Cotonou par le groupe de presse La Gazette du Golfe d'une radiodiffusion sonore privée commerciale dénommée Golfe FM Magic Radio en date du 9 novembre 2016. Vu la décision numéro 22-040 du 11 octobre 2022 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. Vu le code de déontologie de la presse béninoise, considérant que toute tentative de renversement d'un régime constitutionnel est un crime et qu'on ne saurait en faire l'apologie. Considérant que depuis la publication et la diffusion du communiqué numéro 003-23-AC-PT-SG-SCS du 3 août 2023, invitant les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales dans le traitement de l'information relative à l'apologie des coups d'État en Afrique et dans la sous-région, le groupe de presse La Gazette du Golfe, à travers ses moyens de communication de masse, ne s'est pas exécuté. Considérant qu'en agissant ainsi, les responsables du groupe de presse La Gazette du Golfe ont violé la loi organique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Code de l'information et de la communication et le Code de déontologie de la presse béninoise, considérant la gravité des faits et l'urgence qui a lieu de prendre des mesures conservatoires en vertu de l'article 56 de la loi numéro 2022-13 du 16 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Décide. Article 1er. Le groupe de presse La Gazette du Golfe a violé les dispositions des articles 29, 36 et 211 du Code de l'information et de la communication, celles des articles 2 et 10 du Code de déontologie de la presse béninoise et les dispositions des conventions signées avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 2. Tous les moyens de communication de masse du groupe de presse La Gazette du Golfe, Golfe Télévision, Golfe FM, l'hebdomadaire La Gazette du Golfe et leurs canaux digitaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Article 3. La présente décision, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera notifiée au président directeur général du groupe de presse La Gazette du Golfe, au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, au ministre du Numérique et de la Digitalisation et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Elle sera publiée au journal officiel de la République du Bénin, Cotonou, le 8 août 2023, le président Rémi Prosper Moretti. Je vous remercie. Aujourd'hui, alors que les médias indépendants sont bâillonnés, que la jeunesse croupit dans les prisons pour avoir osé parler, que plusieurs compatriotes ont dû s'exiler, que des institutions sont réduites à des chambres d'enregistrement des décisions d'un pouvoir solitaire, M. Diogbenou vient nous dire que le béton, l'asphalte et les façades d'immeubles sont le fruit d'une bonne gouvernance. Non, M. Diogbenou, ce n'est pas de la bonne gouvernance. C'est de la tyrannie repeinte aux couleurs du développement. Ce sont des infrastructures érigées sur les ruines de la démocratie, sur les silences arrachés par la peur, sur les institutions affaiblies, sur un peuple privé de droits, sur les cadavres de nos compatriotes à Kadiaou, à Tiaourou, à Savé, pour n'en citer que ces lieux. La bonne gouvernance, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas l'opacité, ce n'est pas la propagande, ce n'est pas la répression. La bonne gouvernance, c'est la participation, la transparence, la justice indépendante, le respect des droits fondamentaux, la confiance entre gouvernés et gouvernants. Monsieur Diogbenou ferait bien de méditer sur cela avant de venir nous faire la leçon. Et une autre chose qui a attiré mon attention lors de cette conférence, c'est tous ces hommes et femmes, tels des partisans du parti politique de l'homme, ont passé le quart de leur temps à applaudir. Toutes nos félicitations pour cette brillante communication, parce que le sujet est très vaste et dense.
Et il fallut être Joseph Diogonou pour rester dans ce temps-là d'une heure pour que, franchement, l'essentiel soit abordé. À l'Assemblée nationale, il a permis à chaque député de comprendre de manière très simple tous les projets de loi que nous avions. Parce qu'il faisait une présentation et c'était très pédagogique. J'ai retrouvé la même chose ce soir. Merci à vous, cher président. Je voudrais que vous reconnaissiez avec moi l'éloquence dont a fait montre le professeur Joseph Diogonou. La vigueur et la force. Tellement ils étaient sidérés par l'éloquence de l'homme. Heureusement que tout le monde ne peut pas dormir dans la République. C'est pourquoi je voudrais profiter de ce canal pour saluer l'éveil de M. Jean-Baptiste Elias et de tous les autres qui ne se sont pas laissés dorloter par ces beaux discours. Tu as sorti beaucoup de choses politiques qui ne sont pas vraies. Tu as parlé de 20%. Tu as oublié de parler de 10%. Ce n'est pas que 20%. Or, les 20%, c'est chaque circonscription électorale. Même si tu loupes une seule circonscription électorale, tu n'as plus rien. Alors que les 10%, c'est au plan national. Tu peux avoir 2%, 3%, 4% dans 22 circonscriptions électorales et avoir 98% ailleurs. Tu as les 10% au plan national, tu passes. Ce n'est pas bon. Il faut le dire. Tu as parlé de la lutte contre la corruption. Non. Si tu veux, on fera le débat. C'est pas vrai ce que tu dis. Honnêtement, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et je suis dans le domaine, tu le sais très bien. On peut en discuter, on peut vraiment faire le nécessaire. On n'a pas le temps de le faire ici, mais c'est pas ça. Dernier élément, enfin, tu as parlé des médecins qu'on a recrutés, le tout recruté. C'est très bien. Mais d'autres l'ont fait avant. D'autres gouvernements ont recruté tous ceux qui sortaient directement de l'université dans la fonction publique. C'est donc pas une innovation. S'il vous plaît, faisons attention. Quand nous disons des choses comme ça, il faudrait qu'on puisse les mesurer. Maintenant, pour ce qui concerne la bonne gouvernance, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En ce qui concerne la bonne gouvernance, le Bénin n'a pas inventé la bonne gouvernance. La bonne gouvernance a des principes. La bonne gouvernance a des valeurs. Nous ne pouvons pas faire une bonne gouvernance propre au Bénin, alors que c'est un terme qui est reconnu de par le monde entier. Je vous remercie. Avez-vous la certitude ou avez-vous vraiment, disons, l'impression de vous-même que la deuxième dimension, celle de la stabilité politique et de l'absence de violence, cette deuxième dimension, pouvez-vous maintenant chez nous, vous parlez de la one terms. Monsieur le professeur, beaucoup ont parlé du code électoral. Je ne peux pas m'épiloguer là-dessus, mais juste ceci. L'article 146 nouveau, qui parle de 20% dans chaque des 24 circonscriptions électorales pour élever des sièges. Sur le plan national, il faut avoir 10%. Au niveau des circonscriptions électorales, il faut venir là 20%. Mais il y a une tricherie politique quelque part. Il faut aller devant la commission, disons la Sénat, pour faire état d'une coalition parlementaire. Aller signer devant la commission. Ça veut dire quoi? Que dans une circonscription électorale, quelqu'un qui a déjà 10% sur le plan national, peut avoir 3% et avec son partenaire 17%, ça fait 2%. Et celui qui a peut-être 30% là, je ne vais pas aller plus loin, mais je vais simplement vous recommander, le chéri professeur, que vous pourriez, que vous puissiez réapproprier les actes du colloque de l'Église catholique. Il y a 11 mois déjà que ça a été réapproprié ces actes. En fait, quand on parle des défis actuels,
On a évoqué le plan avec santé, l'éducation. Il y a des défis qui aujourd'hui nous interpellent, notamment les défis sécuritaires avec la carte des jihadistes. Je ne vous ai pas entendu là-dessus. Il y a des défis environnementaux et écologiques, je ne vous ai pas entendu là-dessus. Aussi, je voudrais dire merci à ce compatriote qui est intervenu depuis les États-Unis et qui disait ceci. Un Béninois qui vit aux États-Unis qui a envoyé un message. Il dit ceci: le conférencier, le professeur Diop Benoît, a montré de façon brillantissime, une fois encore, qu'il a une connaissance suffisante des problèmes du pays et des défis actuels. C'est excellent et admirable. Toutefois, au bout du route, la justice sociale comme un impératif inconditionnel dans le cadre de la lutte contre la corruption, notamment. À mon avis, il s'agit plutôt d'un impératif catégorique, inconditionnel. Si nous pouvons nous remettre d'accord sur ce laïus, ce glissement conceptuel est essentiel pour moi. J'aimerais savoir dans quelle mesure est-ce possible, en fonction même de la justice sociale, que le premier des Béninois ne fasse pas connaître à ses électeurs citoyens combien il touche comme salaire au compte du trésor public des contribuables béninois. 2. Est son nom, son patronyme à l'affiche de la fondation d'un lycée français privé au nom du père, tandis que des établissements publics à moins de 50 km de rayon du palais de la présidence manquent de planchers pour que les enfants s'asseyent et reçoivent l'éducation nationale. 3. D'une manière ou d'une autre, au compte de sa seule famille, le Bénin contrôle annexé au port de Cotonou comme l'ancien bivac, des sociétés au cœur de la chaîne des valeurs de l'or blanc, principal produit. 4. Il déploie successivement une politique de dénationalisation du reste des unités de production d'État qui s'apparente au fond à de l'expropriation des actifs du patrimoine d'État dans un élan d'absence de la transparence. Est-ce possible, en définitive, l'impératif de la bonne gouvernance? Il s'agit de défis actuels pour un agenda futur d'un présidentiable. C'est une interrogation. Voilà. Encore une fois, M. Diop Benoît, ce n'est pas tout le monde dans la République qui a perdu de la mémoire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, s'abonner à une chaîne YouTube est gratuite. Il suffit juste de cliquer sur le bouton noir en bas de cette vidéo où il est mentionné s'abonner. C'est un geste simple et une façon de donner de la force à cette chaîne. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses, au moins acceptez qu'il y ait d'autres sons de cloche dans la République. Alors pour cette vidéo, je lance un défi. Le défi serait que le nombre de vues serait égal au nombre d'abonnés. Donc si vous l'avez regardé, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, cliquez sur le bouton s'abonner et la cloche de notification pour que YouTube vous tienne toujours informé chaque fois que je poste une vidéo ici. Et pour ceux d'entre vous qui pensent qu'il y a un brin de vérité dans ce que je viens de dire, dans ce qu'ils viennent d'entendre, alors likez la vidéo et partagez-la. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!